Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de 7ème dimension. On est sur la 13e vérif, nous sommes en 2021, janvier 2021 pour être exact, et il est temps pour moi de vous transmettre mes meilleurs vœux, une bonne année pour cette année qui est en train de se dérouler et qui, on l'espère, sera bien meilleure que l'année de merde qu'on a passée tous ensemble, confinés, reconfinés, déconfinés, surconfinés. Donc voilà, on espère que 2021, il y a une lueur d'espoir au bout du tunnel, que ça puisse embrayer sur quelque chose de plus cool. Donc, je le disais en introduction, nous sommes sur le 13e épisode de la vérif. Donc je vous avais quitté pendant les périodes des fêtes de Noël, du coup avec une vérif dédiée à Commando, donc magnifique film, je le dis toujours, et aussi la version longue du podcast où on s'est attaqué à la saga Universal Soldier. Donc autant vous dire que après m'être farci les Universal Soldier, où il y a du Jean-Claude Van Damme à l'intérieur, après avoir fait Kickboxer, où il y a du Jean-Claude Van Damme à l'intérieur, on commence 2021 sur les chapeaux de roue, avec quoi ? Avec du Jean-Claude Van Damme à l'intérieur de la vérif pour les besoins de la réédition, de la ressortie, de la nouvelle version Blu-ray Collector du Cyborg de Albert Pyun, donc fleuron du genre du post-nucléaire des années 80, qui était bien rangé au fin fond des vidéoclubs et qui attirait l'œil du chaland pour pouvoir lâcher quelques francs, bah oui c'était en francs à l'époque, et lui faire plaisir un samedi soir entre potes avec un pack de bière. Alors on va faire dans un premier temps un point en fait sur l'édition assez particulière de cette nouvelle version Blu-ray du Cyborg. C'était long comme phrase, ça me plaît bien, j'ai l'impression d'être un peu rouillé, voilà. J'ai pas parlé dans un micro depuis au moins quasiment un mois, donc j'ai l'impression d'être rouillé, mais on va faire le taf néanmoins, certes toutefois. Donc du coup c'est une édition, alors Cyborg en fait ça a été déjà des précommandes via un nouvel éditeur qui s'appelle Lionheart. Alors ce qu'il faut savoir avec Lionheart, mes chers amis auditeurs, ou auditrices aussi, j'espère qu'il y a des auditrices, c'est que le boss, le taulier de Lionheart, et bien en fait c'était un de mes amis de promotion, de ma promo de BTS audiovisuel. C'est pas fou ça. Donc c'est l'ami Colin, et effectivement, je suis très content de pouvoir chroniquer une de ces éditions, parce que quand même, il faut le dire, Colin, lui, s'est lancé avec un sacré paquet de coronets dans l'édition Blu-ray, donc on est vraiment sur une petite structure, et Colin, bien entendu, c'est un fidèle lecteur aussi de 7ème dimension, depuis le numéro 0, c'est pas rien ça, et un grand bouffeur de péloche et amateur de cinéma d'action, déviant ou non. Donc on a affaire à un connaisseur, et j'étais très curieux après sa première édition, voilà, il avait sorti Les Blancs ne savent pas sauter, White Men Can Jump en 2019, et j'étais très curieux de voir ce qu'il pouvait nous proposer de différent par rapport aux autres éditeurs hexagonaux en termes de bonus et en termes de packaging, etc. Et c'est vrai que cette sortie de Cyborg, elle a été assez rocambolesque, parce que effectivement
petite structure oblige, Covid oblige, j'en parlais en intro, il y en a marre de ce putain de virus, donc Covid oblige, etc. Crise au niveau des cinémas, mais aussi des éditeurs vidéo, j'en avais déjà parlé sur le podcast dédié Acheter des films, c'est bien, et ben forcément ça a été très compliqué pour lui de porter tout seul le projet, et finalement, et c'est ça qui est beau aussi, j'ai envie de vous dire, on se croirait dans un épisode de Olive & Tom, le ballon est ton ami, et quelque part en fait il y a eu une entraide entre les éditeurs hexagonaux, et ce qui fait que ce superbe écrin facsimilé VHS que j'ai sous les yeux, entre les mains, et ben ça a pu exister grâce aussi au soutien de SC Distribution, qui est venu soutenir le projet. Donc en fait on a affaire à une nouvelle édition Blu-ray qui est portée par 2 éditeurs, donc ESC et Lionheart. Voilà, donc c'était bien de faire un petit point sur la sortie qui a été assez compliquée. Il y a eu des rebondissements, et je suis très content que ça existe, et j'espère aussi que pour Lionheart il y aura une suite après ça, et que ça va redonner un petit coup de boost, cette association avec ESC. Mais on reparlera un petit peu du travail éditorial au niveau de cette édition, du coup à la fin comme d'habitude, voilà, quand je fais un petit peu le test de cette édition Blu-ray. Donc on va maintenant se concentrer un petit peu sur le film. Donc Cyborg, dans la carrière de Jean-Claude Van Damme, ça arrive juste après Bloodsport et Kickboxer. Alors, c'est un film qui est assez particulier, ça se ressent de toute manière, hein, pour ceux qui viennent juste de le voir ou qui vont le voir, voilà, je vous préviens, ça se ressent, c'est assez particulier parce que l'histoire même du film est particulière. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà, c'est un film de Albert Pyun. Et déjà, pour les connaisseurs, Albert Pyun, c'est assez spécifique. Alors, je tiens à le dire déjà, grâce à un somptueux bonus de cette édition de Cyborg signé Arthur Corras, putain, ça m'a redonné envie de voir des Albert Pyun, parce que honnêtement, dans les années 90... avec Peterson, quand on se farcissait, quand on essayait de nettoyer les vidéoclubs pour voir un petit peu toutes les dernières pépites qu'il y avait cachées dans les recoins, on s'est farci quand même pas mal d'Albert Pyun, et c'est vrai qu'il avait tendance à faire mal quand même, le monsieur. Donc c'est vrai que pour nous, Albert Pyun, c'était synonyme de Z. Voilà, et de Z bizarre. Voilà, donc on y reviendra sur ce côté de Z bizarre. Mais ce film d'Albert Pyun, pourquoi il est spécifique, ce Cyborg, c'est qu'en fait, il a été monté assez rapidement sur les cendres de 2 autres projets de films de la Canon. Donc c'est-à-dire que en 88, à la Canon, on a les droits de Spider-Man, et on a aussi envie de faire une suite au Maître de l'Univers, donc un film que je vous conseille et que j'aimerais chroniquer. Il va falloir que je remette la main sur une édition propre, forcément étrangère, à moins qu'un de nos éditeurs hexagonaux se lance dans la quête de sortir un Blu-ray collector des Maîtres de l'Univers, donc Musclor pour les intimes, avec Dolph Lundgren. Donc du coup... là-dessus, voilà, ça se monte en fait sur les cendres de 2 projets qui n'aboutiront pas. D'un côté, le Spider-Man voulu par la Canon, et de l'autre, la suite des Maîtres de l'Univers. Aucun des deux ne pourra se monter, mais il y a déjà en fait des frais qui sont enclenchés, voilà, de par la société de production, au niveau des décors, au niveau de certains costumes, et on appelle le réalisateur maison, le stakhanoviste de la caméra chez la Canon, qui est Albert Pyun, pour essayer de trouver une solution pour rentabiliser, on va dire, ces décors qui servent à rien. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Et du coup, pour la légende, voilà, il écrit Cyborg, voilà, sur un trajet en avion, voilà. Sur un vol de quelques heures, voilà, il écrit le traitement voilà, sur un coin de table, il fait valider ça à la prod, et je crois qu'une semaine après, il est en train de tourner Cyborg. C'est pour vous donner l'idée, voilà. Donc on est vraiment sur du action-réaction, et ce qui me fait sourire quand même, parce que voilà, donc ça c'est la légende, il y avait des décors pour le Spider-Man, etc., et cette suite des Maîtres de l'Univers, et quand tu regardes Cyborg, tu te dis ok, donc ils ont recyclé les costumes et les décors. Putain, c'est des décors de post-nuke, quoi. Enfin, c'était limite en Europe de l'Est. Heureusement que ce Spider-Man-là ne s'est pas fait, parce que autant je peux comprendre que certains costumes, quand on les voit dans le film, etc., certains décors peuvent être liés à une suite des Maîtres de l'Univers, tu te dis pourquoi pas, quand tu vois ça, tu te dis ça peut coller, autant t'essayes de trouver le lien avec Spider-Man.
Moi, franchement, j'ai regardé, quand j'ai fait cette vérif, j'ai regardé plan par plan, et j'ai essayé de comprendre à quel moment on aurait pu croire que ça aurait pu servir à Spider-Man. J'ai pas compris. À moins qu'ils avaient une vision post-nuke de Spider-Man, alors là on serait marré. Mais bon, bref, parenthèse refermée. Donc déjà, voilà, on recommence les parenthèses en 2021, les parenthèses et les surparenthèses. Donc vous avez compris l'idée derrière, c'est que ce film, voilà, il se monte pour une volonté de récupérer les fonds investis. Donc il y a aucune volonté de faire un film qui s'appelle Cyborg, dès le départ. Il y a aucune volonté, et en plus ça s'appelle même pas Cyborg, ça s'appelle Slanger. À la base, voilà. Donc, traduction, le passeur. On y reviendra sur ce côté-là. Donc, voilà, donc ils appellent le Stakhanovis maison. Alors, Albert Pyun, en 89, c'est qui ? C'est un réalisateur qui n'est pas encore dans les tréfonds du Z. Donc, c'est-à-dire qu'il est dans du B à tendance un petit peu expérimentale. Donc, ça veut dire qu'il y a encore une lueur d'espoir. On pourrait dire, si on devait le comparer à un réalisateur de l'époque, à peu près, c'est une sorte de Russell Mulcahy. Voilà, le réalisateur de Highlander. Avant qu'il tombe lui aussi dans le Z, mais voilà, c'est un espèce de réalisateur qui vient du clip, quelque part. On lui doit un film indé d'Heroic Fantasy qui a bien marché, qui est L'Épée Sauvage en 82. On lui doit aussi un autre film qui est quasiment du post-nuke, mais un peu plus décontracté, qui est Le Dernier Missile, en 85, qui s'appelle Radioactive Dreams. Je vais le citer, parce que je me le suis marqué, j'ai une petite feuille de papier, hein, pour ceux qui savent pas, je prépare un minimum quand même, ça a l'air un peu foutraque, hein, le podcast, mais je prépare un minimum. Et c'est réalisateur de Pleasure Planet, alias Vicious Lips, en 87. Alors je me le suis marqué, parce que je compte sur vous, chers auditeurs, pour me faire un retour. Moi, ça, c'est mon côté un petit peu déviant et pervers. J'ai envie de le voir, moi, ce Vicious Lips. Ça a l'air pas mal, hein, quand même. Donc, passons. C'est aussi le réalisateur de la suite de Kickboxer, donc alias Kickboxer 2, The New Challenger, avec Sacha Mitchell, alias Cody dans Notre Bête Famille, en 91. Ensuite, il réalisera par la suite, en fait, le Kickboxer 4. Ça sera aussi Les Tréfonds du Z avec la saga des Nemesis. Voilà, donc il y en a 4 des Nemesis. Donc imaginez que ce sont des sous-Terminator, sous-Cyborg mélangés, ce que vous voulez. Voilà. Fait notable, il sera derrière l'un des premiers DTV de Steven Seagal qui est Tiger, où on y retrouve aussi Dennis Hopper, voilà, en 2001. Et grosse surprise, voilà, attention, exclusivité mondiale, il prépare la suite de Cyborg, espèce de préquel, qui s'appelle Cyborg Overture, pour cette année, les enfants. Et oui, pour cette année, et avec notre Christophe Lambert national. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour dresser le portrait d'Albert Pyun. En termes, alors bien entendu, j'ai évacué énormément de choses de sa filmo, parce qu'il y a beaucoup de Z et de DTV, mais globalement, la patte de ce réalisateur-là, c'est-à-dire que, effectivement, il n'y a pas l'argent, mais c'est très cut, il y a des idées de plans, il y a des idées de scènes, donc on peut pas dire qu'il n'y a pas d'idées dans ses films à lui. Maintenant, voilà, faut aimer, faut apprécier le côté un peu cheapos de la chose. Voilà, c'est quand même un cinéma assez cheap, mais on y reviendra. Donc, ce réalisateur se voit confier la mission, on va dire, de rentabiliser l'investissement de ces 2 films qui seront pas faits, et on lui greffe. Parce que quand il écrit le scénar, c'est pas du tout écrit pour Van Damme, on lui greffe à cet instant T la star montante de la canon, qui est Jean-Claude Van Damme. Voilà, donc en fait ce film est une sorte de mash-up. Voilà, donc c'est un mélange de plein de choses, et ce qu'il faut savoir, c'est que ça se ressentira sur le tournage, et même au montage. Donc le film, à l'origine, s'appelle Slanger. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette édition faite par Lionheart et ESC, vous trouvez cette version initiale, ce Director's Cut qui s'intitule Slanger et non Cyborg, voulu par Albert Pyun à l'origine. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans ? C'est-à-dire que Pyun, lui, il tourne son film dans les décors parce que c'est limité aussi en temps, c'est-à-dire qu'il faut rentabiliser les décors, et c'est assez limité dans le temps aussi, parce qu'après les décors ils dégagent, voilà. Donc il tourne ça assez rapidement, il fait le montage dans son coin, voilà, et pour la légende, ça se passe pas super bien avec Van Damme. Pourquoi ? Parce que l'idée de Pyun avec Cyborg, c'est une idée autorisante, c'est-à-dire qu'il teste des choses,
Voilà, il fait pas mal de trucs. On est quasiment dans des... Quand vous verrez certains extraits de cette autre version qui s'appelle Slanger, vous verrez que il y a des morceaux, il y a des passages où c'est quasiment muet, où il y a du travail sur l'image, sur les plans, qui n'implique pas forcément Jean-Claude Van Damme. Le montage au niveau des scènes d'action, parfois c'est assez expédié. Donc ce résultat-là qu'on voit dans ce Director's Cut est aussi la raison pour laquelle ça s'est mal passé avec Van Damme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 89, quand il débarque sur Cyborg, Van Damme, lui, il a déjà effectué du sauvetage sur ses films précédents, notamment Bloodsport. C'est lui qui sauve Bloodsport et qui en fait le succès qu'il est en repassant au montage derrière pour pouvoir offrir aux spectateurs des années 90, ce qui a fait la marque de fabrique de Jean-Claude Van Damme, c'est-à-dire des scènes d'action chorégraphiées et quasiment sans cut dans les morceaux où l'artiste martial se met en valeur. Voilà. Donc pour montrer réellement la performance de l'artiste martial à l'écran. Et du coup, Van Damme, lui, ce tournage et ce montage, cette post-prod de Bloodsport, ça a été quelque part un mauvais moment. Voilà, et il n'a pas envie que ça se reproduise. Et c'est un petit peu ce qui se reproduit sur le film d'Albert Pyun lors du tournage. Donc c'est pour ça que les deux en viennent à se friter. Et c'est pour ça aussi qu'Albert Pyun sera dépossédé du montage de son film. Parce que, si on se met du point de vue de Van Damme, l'idée pour lui, c'est d'être mis en avant, et notamment dans les scènes d'action. Et c'est pas forcément le cas dans la vision d'Albert Pyun. Vous voyez ? Donc il y a une sorte de dichotomie dans le film qui est retranscrit au niveau du travail lors du tournage. Et rapidement, le réal est dépossédé de son film. Et c'est Van Damme qui va superviser le nouveau montage. Et qui va être retitré Cyborg, etc. Donc, à ce niveau-là, c'est un film qui se fait dans la douleur, Cyborg. Et c'est aussi, ça je peux vous le dire, c'est aussi un film où j'y allais à reculons. Voilà. Il dénote dans la filmographie de Van Damme à l'époque. C'est-à-dire que maintenant, quand vous le remettez en perspective et que vous regardez la filmo de Van Damme, il dénote pas. Parce que derrière, il a fait toutes les suites des Universal Soldier et tous les DTV, entre guillemets, alimentaires qu'il a pu faire derrière. Forcément, aujourd'hui, Cyborg, ça dénote pas. Mais à l'époque, ça dénotait. C'est-à-dire, c'était sa seule incursion dans une sorte de SF, dans le post-nuke, avant Time Cop. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, du coup, voilà, c'est un film hybride, c'est un film qui est fait dans la douleur, et qu'est-ce que ça raconte au final, Cyborg? Alors, ça raconte plus ou moins les mêmes choses que dans un post-nuke classique. Donc, alors déjà, si ça s'appelle Cyborg, il faut peut-être qu'il y ait un robot. Voilà. Donc il y a quand même un robot, mais le titre est quand même mal pensé, parce qu'on s'en fout un petit peu du droïde. Donc en gros, on suit en fait, dès le départ du film, on est balancé une medias res, il y a un carton, pour te résumer un petit peu tout le bordel, pourquoi on est dans le post-nuke, voilà, et t'es balancé une medias res avec une femme droïde qui est escortée par des membres d'une résistance X ou Y, et ils se font dézinguer, et le but de cette droïde, en fait, c'est qu'elle porte en elle, voilà, quelque part, les germes de la reconstruction. Voilà, elle a une solution, en fait, pour pouvoir tout rebâtir, et elle a besoin de se rendre, du coup, à son point d'origine. Voilà, ça, c'est con, parce que souvent, si on prend ces postulats de post-nuke, on part d'un point A pour aller vers un point B. Alors, elle est partie du point A, elle a été au point B, mais elle veut retourner au point A. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Et du coup, on a le personnage en fait de Jean-Claude Van Damme, alias Gibson, voilà, qui va, bon gré mal gré, parce que c'est une sorte de pseudo anti-héros. N'oubliez pas, on est dans le post-nuke, on est en 89, c'est du sous Mad Max. Voilà, c'est du sous Mad Max, c'est clairement affiché. Donc c'est le même postulat que Mad Max 2. Donc voilà, il va essayer de la ramener, et ce sera pour lui une sorte de rédemption parce qu'il a un vieux trauma. Donc voilà, donc il faut qu'il la ramène à son point d'origine pour qu'elle puisse aider à la reconstruction de l'humanité. Sauf qu'au milieu de ce bordel, on a un big méchant qui bouffe à tous les râteliers. Voilà, il bouffe du côté du Mungus dans Mad Max 2, ça bouffe du côté de Ken le Survivant, ça bouffe de tous les côtés, et moi j'aime beaucoup son blaze à ce méchant, parce que c'est Fender Tremolo. Voilà, j'en suis mort de rire. Alors, ce qu'il faut le dire,
je vous ai dit que le scénar de Cyborg, il est écrit sur un coin de table. Mais ça se sent, hein, parce qu'en fait, voilà, même dans les bonus de l'édition, Albert Pyun te le dit. Ouais, alors tu vois, j'avais ce bouquin musical à côté de moi, voilà. Et puis voilà, je me suis dit, tiens, je vais donner un nom en lien à des instruments de musique à mes principaux protagonistes. Donc c'est pour ça qu'en fait, le nom du personnage de Van Damme, c'est un nom de gratte. Voilà, c'est Gibson. Bon, alors Gibson, c'est la classe. En même temps, ça permet de faire aussi un petit lien avec la source d'origine, hein, parce qu'on est dans du sous Mad Max, hein, donc hein, Gibson, Mel Gibson, bon t'as compris quoi, voilà, c'est un nom de grade, bon voilà, tout le monde est content. La droïde, bon, on va l'appeler comme une batterie au final, voilà, c'est mécanique, hein, donc Pearl. Et le big méchant, c'est ça qui est génial, le mec il s'appelle Fender Tremolo, tu peux pas le prendre au sérieux 2 secondes quand tu vois sa tronche, tu peux pas, le mec il s'appelle Fender Tremolo, donc, mais alors c'est un mélange de technique de guitare plus marque de guitare, Fender Tremolo quoi, et voilà, cette espèce d'armoire à glace incarnée par Vincent Klein, tu peux pas le prendre au sérieux 2 secondes, et du coup ça lui amène un côté touchant, tu crois, ça amène un peu de sensibilité à ce personnage un petit peu bourrin. Donc, alors Vincent Klein, vous l'avez déjà vu dans Point Break, c'était l'un des nazis surfeurs, enfin c'est comme ça qu'il les appelle dans Point Break, en fait, ouais, c'est juste des sales bâtards de surfeurs méchants, quoi, quelque part, voilà. Donc du coup, voilà, il était déjà présent dans Point Break, et vous le retrouverez aussi, pour votre plus grande gourmandise, déviant que vous êtes, dans le Némésis d'Albert Pyun, voilà. Alors, j'en profite aussi, quelque part, parce que je vais parler du casting, putain, je viens de me rendre compte que je me suis farci, sans le vouloir, la filmographie de cet acteur inexpressif qui est Ralph Moller. Et j'en avais déjà parlé, il était dans Best of the Best 2, il est dans les Universal Soldier, putain, il est dans Cyborg. Donc je viens, sans même le calculer, de me farcir les plus grands titres de gloire de Ralph Moller. Voilà. Donc, alors, Ralph Moller, armoire à glace, hein, d'Europe de l'Est, voilà, un bon musculeux avec un regard de bovin que vous retrouverez. Alors, on va citer ces titres de gloire quand même, parce que à force de jouer les monsieur muscleux, eh ben, vous allez le retrouver quand même, ça marchera. Vous le retrouverez dans Gladiator et aussi dans Le Roi Scorpion. Voilà. Donc, j'en ai terminé, j'espère, pour 2021 avec Ralph Moller. Un casting aux petits oignons, donc on a les plus grands représentants du genre de l'époque, et en plus c'est paradin. Alors je vous cite tout ça dans le désordre, vous commencez à avoir l'habitude, c'est paradin, c'est-à-dire que il y a quand même un love interest pour le personnage de Gibson, et il est incarné par Deborah Richter ou Debbie Richter, c'est comme ça que vous pouvez la trouver sur internet, a pas fait non plus grand chose, hein, voilà, est connue comme reine de beauté, voilà, de l'époque, et puis de temps en temps, ben, elle va faire tremper à poil, voilà, parce que n'oubliez pas, c'est important, public de vidéoclub des années 80, faut qu'il y en ait pour tout le monde, mais après, il a un code d'honneur, le personnage de Gibson, donc vous aurez pas plus que ça, c'est pour ça que, bon, bah, elle se fait un peu chier, donc elle se fout à poil, et elle va se baigner, bon, voilà, faut un petit peu calmer les ardeurs aussi, on peut la comprendre, donc parce que Gibson, il faut le voir comme ça, parce que je pense aussi, il y a de nobles intentions à l'intérieur, donc c'est une sorte de samouraï, voilà, c'est un samouraï des temps modernes, donc il y a de l'ambition, mais il n'y a pas le budget, hein, mais voilà, il a un code d'honneur, voilà, et il a aussi un vieux trauma, voilà, ce qui donne lieu aussi, ça je vous le dis, moi j'ai toujours cru, en fait, que son problème de perruque, son goût pour les postiches, Van Damme, il l'a eu après, ou dans les mauvais moments de sa carrière, et genre, je pense à Double Team, et ben non, en fait, c'était déjà présent dans Cyborg, et vous pourrez le voir avec une somptueuse moumoute dans les flashbacks. Franchement, j'ai envie de vous dire, ça fait plaisir. Donc, vous l'aurez compris, Cyborg, il y a tout et n'importe quoi à l'intérieur, et ça fait plaisir. Moi quand je l'ai regardé, parce que, je vais vous l'avouer, hein, je m'en souvenais vaguement. Ouais, je crois que je l'avais vu vite fait à l'époque. Je crois que j'avais même pas gardé là, que j'avais dû faire une copie VHS, ça quand je l'avais loué. Mais j'en avais un vague souvenir, mais en même temps j'étais jeune, j'étais pas prêt pour une telle offrande. Donc du coup il y a tout et n'importe quoi à l'intérieur, ça fait plaisir. Et tu sens quand même que Albert Pyun a envie d'amener son film autre part. Donc pour ceux qui regarderont le bonus dédié à Albert Pyun
signé Arthur Corras, vous verrez qu'il donne des clés aussi de compréhension des choix de carrière d'Albert Pune, et qu'au final, il a préféré assez rapidement se passer des gros budgets pour pouvoir être libre de faire ce qu'il voulait. Et oui, effectivement, et c'est ça qui frappe en fait, parce qu'au final, quand vous regardez, c'est ça qui frappe à la vision de Cyborg. Quand vous regardez Cyborg, rapidement, on s'en fout un petit peu des enjeux, quoi. Enfin, le droïde, je crois que vers le milieu du film, t'en as plus rien à foutre du droïde et de la quête principale, mais pourquoi ? Parce que ça donne lieu par moments à des compositions de plans qui sont quand même assez chiadées. Voilà, c'est recherché. Tu sens que le mec, il travaille sa lumière et qu'il va chercher des choses. Voilà. Donc t'as droit à de la nuit américaine, et notamment dans un passage dans les égouts, voilà, tu te croirais dans un clip d'Inexcess, par moment. Alors je cite Inexcess parce que c'était les clips de l'époque, voilà, les clips de New Wave. Donc tu sens le travail du mec, et notamment sur une scène où et on revient à Ralph Moller, hein, on y revient toujours, voilà, où t'as Ralph Moller qui pourchasse Van Damme, et à un moment donné, t'arrives dans ce plan-là, où il passe entre deux piliers, voilà, donc c'est vraiment éclairé, typique clip années 80, voilà, avec cette lumière un petit peu bleutée, et la caméra te montre, lors d'un grand angle, que Van Damme est juste au-dessus, en mode grand écart sur les deux piliers. Voilà, c'est une recherche. C'est une recherche. Alors, ce grand écart de Van Damme, vous le retrouverez partout dans sa filmo, hein. Moi je me souviens, quand on me dit grand écart de Van Damme, je me souviens de ce grand écart sur le plan de travail de la cuisine en Time Cop. C'est pour vous dire, vous le retrouvez partout, hein, ce grand écart. Mais là, il est assez stylé. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir sur le travail de Pune sur ce film-là, c'est que c'est stylé. C'est stylé. Vous avez même des passages qui servent à rien, si ce n'est à la mise en scène, comme le fait que Fender Tremolo, je le redis, il va falloir que j'arrive à le dire sérieusement. Donc Fender Tremolo, voilà, tel le T800, inlassablement est toujours derrière ses fesses, voilà. Et à un moment donné, il le chope, et plutôt que de le tuer, il décide de le faire souffrir en le crucifiant sur une croix, en plein soleil. Donc vous voyez, il y a aussi ce côté western. Voilà, il y a aussi ce côté western des grandes heures. Donc Pune va citer plein de choses à l'intérieur. Alors, ça prend pas toujours, mais au moins ça a le mérite d'exister. Voilà. Donc, et on va faire un point Fender Tremolo à ce stade du podcast. Alors, alors il n'y a pas de bromance à l'intérieur, contrairement à Commando. Mais c'est vrai qu'on te le présente comme la némésis mise en abîme du podcast, comme la némésis officielle du film. Donc il est capable de tuer plein de gens, voilà, ce qu'il croise sur son chemin, parce que c'est un pirate. Voilà, il est présenté comme un pirate dans ce post-punk-là. Donc voilà. Donc et à chaque fois qu'il croise la route de peuplades ou de petites gens, voilà, donc il décide forcément de les massacrer, de les piller, de les brûler. On viole pas dans celui-là. On aurait pu, hein, mais on viole pas. On sent que on n'est pas passé du côté rital de la chose, voilà. Donc on viole pas. Donc il fait tout ça, mais bizarrement au personnage de Van Damme, il lui fait quasiment trop rien. Parce que t'as le côté aussi où tu sens qu'il faut amener le combat final, voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez couillon de le montrer, en fait, faire certaines choses, et puis quand il est face à Van Damme, tout ce qu'il fait, c'est lui mettre... C'est le savater, l'attacher quelque part, le laisser crever, il revient, et puis renouveau, il rechoppe, bon, voilà. Donc il y a ce côté-là qui est assez problématique. Alors, moi, je vous disais que ce personnage, il me faisait rire, et il me fait rire aussi, parce que il se trimballe. Alors, gadget du futur, il a des Ray-Ban. Voilà, il a des Ray-Ban un peu high-tech, et quand il les enlève, il a des lentilles, et il ressemble au Riddick incarné par Vin Diesel dans Pitch Black. Alors, à la question quelle est la source d'inspiration de David Bowie quand il fait son personnage Nick Talop, c'est génial parce que je suis en train de me marrer en l'enregistrant parce que oui, c'est le truc que tu lis mais que tu prononces jamais. Mais ouais, Nick Talop, c'est pas mal. C'est un mot qui est sympa. Je pense que tu interpelles quelqu'un avec toi, tu dis « Et excusez-moi, monsieur le Nick Talop ». Voilà, donc forcément, ça passe en mode insulte. Bon, donc du coup, on referme le truc, mais oui, la source d'inspiration, elle est clairement affichée. Voilà, quand tu
tu vois Cyborg, quand tu vois Thunder Tremolo, donc tu sais que David Bowie, il a vu ce film-là. Voilà, tu sais qu'il a vu ce film-là et qu'il s'en est inspiré pour le personnage de Riddick. C'est obligé, c'est obligatoire parce que t'as jamais vu ça ailleurs avant du coup le personnage de Riddick et tu sais que c'est dans Cyborg. Donc voilà, c'est posé là. Donc du coup, il enlève ses lunettes high-tech et il te montre ses yeux. C'est l'effet spécial en fait. Et ça fait partie de la légende, hein. C'est un truc qu'a demandé Pune, du coup, à Vincent Klein, de le rajouter. Donc tu sens l'investissement. Tu sens l'investissement personnel de l'acteur, du réalisateur, pour t'amener vers quelque chose d'autre. Donc voilà. Donc au niveau de cette Némésis, oui, il fonctionne bien. Il fonctionne bien, et on le sait tous, hein, un bon méchant, ça amène un bon perso principal. Donc c'est l'une des forces de ce film-là, qui est un tout petit B, hein, au final, hein, qui est un tout petit B, qui est fait de briques et de broc, mais qui tient la route. Voilà. Donc au niveau des scènes d'action, film de Van Damme oblige, ça tient la dragée haute aussi. Et par moment, c'est vrai qu'on se dit, putain, c'est dommage, quand on voit le travail au niveau du post-nuke, de comment il est fringué, des canonciers et tout ce qu'il utilise, tu te dis, ouais, c'est dommage que on n'ait pas retrouvé Van Damme dans ce type de rôle. Avec un plus gros budget, je pense que ça aurait pu le faire. Voilà. Mais en l'état, le seul témoignage d'une incursion de Van Damme, voilà, dans du post-nuke, ça restera Cyborg. Donc je vais pas non plus trop creuser ce film-là, parce que aussi, à force de trop vous en parler, pour ceux qui ont envie d'acquérir cette péloche, après je vais tout dévoiler. Sachez juste que le combat de fin est vachement bien mené, et que le final, le final et de ce film-là, la chute est clairement bien inscrite dans le contexte du post-nuke. Donc on est quand même sur du bon B. C'est des fois brinque-ballant, mais ça tient quand même la route, et ça je tenais à le souligner. Donc parlons maintenant de cette édition-là, qui a été faite conjointement par ESC Distribution et Lionheart. C'est toute beauté. Donc autant vous le dire, moi j'avais pas forcément de souvenir VHS du film, mais quand on le voit là, moi je me le suis dégusté en Blu-ray, c'est super propre. La copie est nickel. Le questionnement que je pouvais avoir aussi, c'était, j'en ai déjà parlé dans les précédentes éditions de SC, notamment celle de Kickboxer, où je trouvais que les bonus étaient un petit peu faibles. Voilà, c'était pas du remplissage, mais presque. Voilà. Moi, je trouvais que voilà, c'était pas forcément utile. Et j'étais très curieux, connaissant Colin, alors, pas plus maintenant, on va dire, mais de l'époque, sa connaissance du cinéma de genre, j'étais très curieux de voir qu'est-ce que pouvait amener Lionheart sur des éditions Blu-ray actuelles. Et ben oui, effectivement, la plus-value, elle est là. Donc en fait, l'association, on va dire, de la force de frappe en termes d'édition de SC, plus le côté éditorial de Lionheart, fait que vous avez un must-have des éditions Blu-ray collector actuelles françaises. Voilà, c'est un must-have Cyborg. Que vous aimiez ou non, du coup, le film de Van Damme, si vous êtes un collectionneur, si vous êtes un amateur de cinéma de genre, vous devez posséder cette édition. Pourquoi ? Parce que déjà, chacun des bonus est super intéressant. Donc, si je devrais en retenir qu'un, j'arrête pas d'en parler, du coup, c'est le Run and Gun, le cinéma d'Albert Pune, 30 minutes, mené par un intervenant qui connaît son sujet. Et ça fait plaisir aussi. Donc déjà, un intervenant qui connaît son sujet, moi, il m'a donné, putain, ça c'est le tour de force, hein, quand même, hein, merci Arthur, hein, tu m'as donné envie de revoir du Pune, mais sous un autre angle. Et donc ça, c'est quand même la force d'un bon bonus. Autre chose aussi au niveau de la technicité. Je me suis souvent plaint que ça soit... Alors tout le monde... C'est le mec, il a fait ses meilleurs vœux pour le début d'année, il va tirer à balles réelles sur chaque éditeur. Alors oui, j'aime beaucoup le chat qui fume, j'aime beaucoup ces distributions, mais tu sens que ce sont des gens qui viennent pas du milieu audiovisuel. Moi, je sais que Colin, il vient de ce milieu-là, et putain, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un bonus bien cadré. Bien cadré et en multicam. Plan rapproché, plan large, pour masquer les coupes, avec une bonne inclusion des infos à l'écran. Ouais, c'est du bonus de haute volée. C'est tellement du bonus de haute volée que, ça je vais en parler, cette édition, elle reprend des bonus de l'édition américaine, là où il y a des sous quand même pour ça, et ben ça les enfonce. Et oui, nous, amis français, on a réussi à enfoncer du coup du bonus ricain sur une production ricaine. Donc voilà, donc ce bonus-là, le Run and Gun à voir... Du coup, il est plus intéressant que le making-of officiel de Cyborg,
qui est issu de l'édition américaine, et surtout, un des autres bonus qui est vraiment important, et qui vous montre tout l'amour qu'a eu Lionheart pour confectionner cette édition, parce que Colin est un fan invétéré de Van Damme, voilà, c'est un vrai de vrai, il adore le cinéma de Van Damme, et du coup il décide de faire appel à Melky, voilà, qui est l'illustrateur référence VHS, Mad Movies des années 80-90, il fait appel à ce mec-là pour concevoir une affiche spécifique pour cette édition. Voilà. Donc là, je parle du travail d'illustrateur de Laurent Melky. Donc, quand vous achetez cette édition, du coup, Ultra Collector, ce nouveau visuel est disponible sur la couverture de ce facsimilé VHS. Vous avez également le poster, et donc ça c'est pareil, moi il trône fièrement dans le haut lieu de 7ème dimension, c'est-à-dire dans mon bureau. Donc, et vous avez aussi un bonus qui est super intéressant, où vous avez Laurent Melky qui revient un petit peu sur sa carrière, et qui vous montre aussi comment il conçoit cette affiche-là. Moi, j'ai trouvé le truc fabuleux. Donc, c'est-à-dire que tu vois comment il l'a fabriqué, tu vois quelle est son utilité, tu l'as dans ton coffret, tu peux l'afficher. Donc, j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, les bonus sont au diapason. Techniquement, c'est irréprochable. Voilà, c'est irréprochable. Donc, c'est-à-dire que le bonus est à hauteur de la restauration qui est faite sur le film. Donc voilà, là, ça, il n'y a rien à dire. Ensuite, petit bonbon, en plus petite gourmandise, vous avez le fameux Director's Cut d'origine, qui s'appelle Slinger, voilà, j'en avais parlé en début de podcast, donc c'est-à-dire que le film Cyborg tel qu'il existe, a été remonté par Van Damme et par la Canon, donc, et n'est pas la vision initiale de Pyun. Il faut savoir que au début des années 2000, à partir de rush, de copies VHS, de copies de travail, il avait pu remonter en fait ce Director's Cut qu'il a intitulé Slinger. Il le vendait un petit peu sous le manteau, voilà, vous pouviez contacter Monsieur Pyun sur son site internet et il pouvait, moyennant finance, vous envoyer cette copie de travail. Elle est disponible du coup sur cette édition Blu-ray Maxi Collector de Cyborg, comme ça au moins la boucle est bouclée en SD, parce que voilà, c'est issu de copies de travail en SD, donc ça reste de la SD, donc c'est qualité DVD, voire des fois VHS. Moi j'ai pu y jeter un oeil, j'ai pas tout regardé, et effectivement on y voit la vision de l'auteur d'origine, mais au final je préfère cette version-là, pro Van Damme, pro producteur, comme, ça je peux vous le dire aussi, je préfère la version producteur de Blade Runner, quelque part, voilà. Chacun ses goûts aussi. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre avec cette édition Blu-ray Ultra Collector, c'est que c'est un facsimilé VHS. C'est beau, ça prend de la place, ça s'ouvre. À l'intérieur, vous avez des photos imprimées de tournage, voilà. Vous avez une petite bande dessinée, voilà, qui fait office de préquel du coup au film. Vous avez également un magnète que vous pouvez poser sur votre frigo. Vous avez aussi le poster. Tout ça, c'est un bien bel écrin pour ce film-là. Voilà, donc ça, je vous le dis, chapeau bas. Je crois que c'est l'une des plus belles éditions que j'ai en tant qu'amateur et collectionneur. Alors souvent, j'ai l'habitude de conclure ces vérifs avec l'héritage. Que reste-t-il de Cyborg? Donc une bien belle édition, ça on vient d'en parler, mais aussi ce qu'il faut savoir avec ce Cyborg là, c'est que ça aura 2 suites. Voilà, donc en 93 et 94, une intitulée Glass Shadow et une autre intitulée The Recycler. Voilà, le recycleur. Moi, dès qu'il y a des noms comme ça me plaît bien. Alors, est-ce que je les ai vus? Non, faut pas non plus abuser. C'est réalisé toutes deux par Michael Schroeder. À noter quand même que le Glass Shadow fait intervenir Elias Koteas, notre ami Elias Koteas, que vous pouvez voir de manière plus noble dans le Crash de David Cronenberg et dans un double rôle dans le Skinwalker de Jim Isaacs. Et aussi, c'est aussi un début de carrière pour Angelina Jolie.
Et ouais, elle commence sa carrière en 93 dans ce Glass Shadow et dans un autre film, une gourmandise que je vous conseille aussi avec Matthew Lillard qui s'appelle Hacker. Non pas le film de Michael Mann, mais bien un hacker. Donc ça, je vous le conseille, vous verrez. C'est assez croustillant comme film des années 90. Ensuite, bien entendu, je l'avais dit aussi dans ce podcast-là, Albert Pyun. Alors, on va pas faire de mélodrame non plus, mais c'est un réalisateur qui était très prolifique et qui l'est un peu moins aussi parce qu'il est atteint d'une maladie, d'une maladie dégénérescente. Il a mis un petit peu un frein à ses activités, mais c'est aussi la série B qui lui a permis de s'en sortir, donc il revient un petit peu sur le devant de la scène, et il a annoncé un préquel officiel, donc une suite préquelle à ce Cyborg dont on parle aujourd'hui, qui s'appelle Cyborg Overture. Donc c'est prévu pour 2021, et acteur principal, c'est notre Christophe Lambert national. Voilà, donc autant vous dire que moi j'aime beaucoup, alors on n'en a pas encore parlé, mais j'aime beaucoup Christophe Lambert, voilà, du Fortress, du Beowulf, du Highlander, toutes ces choses-là, son rire magnifique aussi, voilà, donc on rejoint un petit peu aussi Nanarland quelque part, donc voilà, j'ai très hâte aussi de voir, j'espère qu'il pourra le faire ce Cyborg Overture, en tout cas, il y a une affiche officielle. Il y a une affiche officielle et l'acteur est rattaché du coup au projet, donc c'est officiel, il y aura un préquel de Cyborg. Donc pour bien commencer cette année, première résolution, je ne peux que vous conseiller de récupérer cette somptueuse édition. Donc elle a été un petit peu chroniquée partout et tout le monde est d'accord sur le fait que on est sur une édition de haute volée. Donc merci Lionheart, merci ESC. Nous, on se retrouve normalement sous une quinzaine sur un sujet quasiment similaire. On n'est plus dans le post-nuke, on est dans l'Europe de l'Est, on sera avec Scott Adkins, et ça sera notre épisode long dédié à la saga Undisputed, donc un seul deviendra invincible avec Scott Adkins. Et on n'oublie pas, comme d'habitude, ici à 7ème dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel. Merci pour votre écoute. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7ème dimension en mode podcast.